Eh bien, pour cette édition de Global Conversation, nous nous trouvons dans le palais présidentiel à Jérusalem pour nous entretenir avec le président Shimon Peres. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La première question que j'aimerais vous poser, c'est votre réaction aux propos tenus récemment par le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan et qui a associé sionisme et crimes contre l'humanité. Quelle est votre réaction à ce commentaire? Je le regrette profondément. C'est fondé sur l'ignorance. Cela attise inutilement les braises de la haine et c'est complètement infondé. Les relations avec la Turquie ces dernières années n'ont pas été au mieux et elles empirent. Est-ce que cela fait partie d'une même démarche? Je crois que fondamentalement le peuple turc ainsi que le peuple israélien sont tournés vers la paix et la compréhension. Ils ne vont pas indéfiniment ressasser le passé. Ce n'est simple pour personne, mais nous soutenons pleinement l'entrée de la Turquie dans l'Europe et à de nombreuses occasions, nous avons même été le moteur de ce processus. Et j'ai été personnellement souvent remercié pour ces efforts. Je pense aujourd'hui qu'une Europe unie n'est pas qu'une Europe chrétienne. Je ne pense pas qu'un Proche-Orient en tant que tel est uniquement une région musulmane. Je pense que nous vivons dans un monde de différence et non dans un monde de ressemblance. Et je crois que la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le droit d'être égaux, mais aussi le droit d'être différent. Et la personne qui ne comprend pas cela ne comprend pas ce qui se passe et ce que sera l'avenir de notre monde. Et est-ce que c'est un message sur la Turquie que vous adressez aux leaders européens quand vous les rencontrez? Non, je pense que je dois m'entretenir avec les leaders européens sur les relations ou les problèmes entre l'Europe et le Proche-Orient. Et l'Europe peut jouer un rôle capital. Elle joue déjà un rôle, mais elle pourrait aller plus loin, plus longtemps et mieux agir. Un rapport de diplomates européens sorti la semaine dernière et adressé à Bruxelles précise que les constructions israéliennes dans les territoires occupés représentent l'obstacle le plus important à la création d'un État palestinien, une solution à deux États. Quand vous allez rencontrer des leaders européens, il se pourrait alors que vos efforts pour les convaincre que tout va bien en Israël soient réduits à néant. Nous sommes tombés d'accord non seulement sur la solution à deux États, mais aussi sur les grandes lignes de sa réalisation. La solution à deux États est liée à la question des colonies. Lors des accords qui ont eu lieu à Washington sous la présidence du président Clinton, nous sommes plus ou moins tombés d'accord sur le fait qu'il y aurait 3 blocs de colonies ou d'installations en Cisjordanie et que les Palestiniens recevraient une compensation territoriale équivalente. Je ne partage pas cette vision pessimiste d'une situation actuelle qui bloquerait toute chance de trouver une solution. Je crois que nous pensons souvent que les problèmes sont toujours plus riches que les solutions. Mais quand vous considérez l'histoire, en fin de compte, les problèmes meurent et les solutions restent. La construction de colonies est particulièrement dans la région E1 et, je pense, tout à fait bouleversante pour les Palestiniens qui soutiennent que cette partie du territoire serait essentielle à l'établissement d'une solution à deux États. Eh bien, il peut y avoir des désaccords, mais je ne crois pas que le gouvernement israélien ait annoncé qu'il allait construire. L'annonce, c'est que le gouvernement va le planifier. Et entre un projet et une construction, il y a une différence, il y a un fossé. Tout dépend d'une reprise de négociation directe. Si cela doit arriver, alors je pense, une fois de plus, que l'on peut trouver une solution convenable.
Il y a une différence entre un projet et une construction effective, mais même le projet peut être considéré comme une mesure de provocation, de belligérant. Quand vous dites « c'est ce que nous envisageons, je sais que vous n'aimez pas ça, mais nous envisageons de le faire de toute façon ». Je pense que la déclaration de l'annonce de ce projet était une réaction au fait que les Palestiniens se soient rendus de façon unilatérale aux Nations Unies. Donc je reconnais qu'il y a une part de provocation, mais Israël considère l'approche unilatérale auprès des Nations Unies comme une sorte de provocation. Il faut cesser toute provocation, je le reconnais. Si on n'arrête pas, ce sera un échange de provocations et c'est inutile. Quand cela va-t-il donc cesser, Monsieur le Président? Je pense que vous devriez demander quand cela va-t-il commencer. Cela a déjà cessé. Je pense vraiment qu'avec le nouveau gouvernement, il existe une chance de réouverture des négociations. Et je pense qu'il y a une sorte de maturité des deux côtés où l'on comprend que l'ouverture de négociations ne permettra pas de résoudre tous les problèmes. Cette ouverture permet de résumer ce sur quoi on est déjà tombé d'accord et de rechercher des solutions. Quelles sont vos impressions 20 ans après les accords d'Oslo dans lesquels vous vous êtes beaucoup impliqué? Quand vous voyez qu'il y a tant de problèmes non résolus, peut-être pas tant que cela d'ailleurs, mais pour nombre d'entre eux des problèmes qui existaient il y a déjà 20 ans. J'aimerais que ce soit plus court. Mais vous savez, j'ai appris à être patient, sans abandonner les objectifs principaux. Je sais que si vous voulez arriver à un certain point, cela peut être plus difficile qu'on ne le pensait et prendre plus de temps que de raison. Il ne faut pas abandonner l'objectif et je ne veux pas le faire, je ne suis pas impressionné. Je regrette peut-être que cela ait pris autant de temps, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Je suis convaincu que ni les Palestiniens ni nous n'avons une réelle alternative ou une solution. Les réalités changent constamment et notamment dans cette région particulière. Ces 2 dernières années, nous avons vu des régimes tomber tout autour d'Israël. Vos voisins ont radicalement changé leur climat politique. Dans quelle mesure cela a-t-il affecté l'attitude d'Israël? Quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient, à quoi le comparez-vous? Au passé ou à l'avenir? Si c'est le résultat du passé, nous sommes perdus. Mais si c'est un appel vers le futur, alors nous pouvons gagner. Et je pense que tous ces changements sont intervenus non pas à cause du passé, mais parce que le monde a progressé, il est devenu global, ouvert, scientifique. Je pense qu'aujourd'hui la technologie est plus importante que la stratégie. Et je regarde qui dirige cette nouvelle révolution, quelle qu'elle soit dans le monde arabe. Ce sont principalement des jeunes. Le président Obama m'a demandé si j'avais un conseil à lui donner avant les élections. Et je lui ai dit oui. Si quelqu'un vient vous voir en vous disant que l'avenir appartient aux jeunes, vous pouvez le faire sortir de votre bureau. Dites-lui que le présent appartient aux jeunes. L'avenir appartient aux gens comme moi qui ont du temps et de l'expérience. Et je pense vraiment que le présent appartient aux jeunes. Je pense que tout dirigeant, élu ou non, doit donner des réponses à leurs véritables histoires, à leur volonté de travailler, de manger, de se loger, d'apprécier la liberté. Ils ne peuvent pas abandonner. Est-ce que cela facilite le processus de paix, le fait que le pouvoir soit dans les mains de jeunes et non dans celles de dictateurs de la vieille garde comme Ben Ali ou Moubarak? Je ne pense pas que ce soit lié. Vous savez, cela peut être utilisé comme une excuse, mais pas comme une raison. Quels que soient les événements qui ont eu lieu en Tunisie, en Égypte, au Yémen ou en Syrie, cela n'a rien à voir avec Israël. C'est le résultat d'une situation interne. Nous prions donc pour la paix, non seulement entre les Arabes et nous, mais dans toute la région.
Mais il doit y avoir plus que cela, Monsieur le Président. Vous plaidez au niveau humanitaire concernant ce qui se passe en Syrie, mais d'une manière pratique, cela se passe sur le pas de votre porte. Vous savez, nous pensions que le président Assad, qui a fait ses études universitaires en Grande-Bretagne, était un homme raisonnable. Assad représentait quelque chose de nouveau. Nous avons été choqués quand nous avons découvert que ce même homme, réputé raisonnable, essayait de construire un réacteur nucléaire. Et je pense que tout le monde est soulagé que l'option nucléaire ait été stoppée. Imaginez qu'Assad aurait possédé à la fois des bombes nucléaires et des armes chimiques. Mon Dieu, alors qu'il utilise ces armes sans merci contre son propre peuple. Maintenant, nous ne pouvons pas intervenir, car tout le monde penserait que nous serions en train d'envahir la Syrie. Je pense, sincèrement, que ceux qui peuvent vraiment résoudre le problème et stopper le bain de sang en Syrie sont les membres de la Ligue arabe. La Syrie est un pays arabe. Les Arabes sont mieux informés sur ce qui se passe là-bas. Tous les autres, nous sommes des étrangers. Je pense que la Ligue arabe devrait mettre en place un gouvernement de transition pour 1 an ou 2. Et je pense que cette idée devrait être soutenue par les Nations Unies afin de stopper immédiatement le bain de sang. Les Arabes, que je respecte beaucoup, doivent comprendre qu'il y a des problèmes qu'ils doivent résoudre eux-mêmes et ne pas attendre que les autres le fassent. Parce que si d'autres essayent de résoudre le problème, certains diront qu'il s'agit d'une intervention étrangère. Il est temps pour le monde arabe de prendre le problème syrien à bras-le-corps et de le résoudre pacifiquement et intelligemment. Vous savez, les Africains essayent de faire quelque chose comme ça au Mali, et ce à juste titre. Vous avez parlé de capacité nucléaire et bien sûr, votre autre voisin dans la région qui inquiète le monde entier, c'est l'Iran. Il y a beaucoup d'inquiétudes à propos d'une possible frappe préventive en Iran. Le toléreriez-vous? Pourriez-vous soutenir une frappe militaire sur une ou des installations nucléaires iraniennes? Eh bien, c'est à mettre dans les bonnes proportions. La politique vis-à-vis de l'Iran, c'est d'essayer toutes les solutions non violentes, tous les moyens non militaires, c'est-à-dire les sanctions économiques, la pression politique et même la négociation. Je pense que la seule chose qui a été oubliée à tort, c'est l'appel pour les droits de l'homme. Un tel appel a été passé à Helsinki en 1975, lors d'une rencontre entre les leaders de l'époque de l'Union soviétique et des États-Unis. Et tout d'un coup, ils ont mis sur la table les droits de l'homme comme un enjeu majeur, comme une question internationale. Les véritables victimes de la question iranienne aujourd'hui sont le peuple iranien. Le peuple souffre, il n'a pas assez à manger, il ne peut pas soigner ses malades, par exemple les cas de cancer. Pourquoi? Parce qu'un petit groupe de leaders religieux est devenu ambitieux et a voulu établir un empire religieux. Donc il faudrait passer cet appel maintenant, et même avant les élections du 23 juin qui auront lieu à Téhéran, pour demander à ce que les élections soient libres et que les religieux ne se réélisent pas eux-mêmes. Mais le programme nucléaire est de toute manière un souci. Bien sûr. Les dirigeants les plus responsables de notre temps, menés par Obama, qui a créé une coalition avec les Européens et même Poutine, disent qu'on ne peut pas permettre à l'Iran de développer ainsi son nucléaire. C'est un danger pour le monde entier. Ce n'est pas seulement un danger pour Israël. Et je pense que le monde essaye vraiment de les arrêter. Et s'ils peuvent être arrêtés de manière pacifique, ce sera pour le mieux. Et s'ils ne peuvent pas? Et s'ils ne peuvent pas, j'utiliserai les mots de Barack Obama, toutes les options sont sur la table.
Les Iraniens ont deux alliés. L'un est le Hezbollah au Liban, l'autre est le Hamas à Gaza. Le résultat des actions menées par le Hezbollah est tragique pour le Liban. Nous espérions, et j'espère toujours, que le Liban puisse devenir un jour la Suisse du Proche-Orient, multiculturel. Le peuple vivait en paix, mon Dieu, mais ils ont dépouillé les terres, ils ont divisé le peuple. Le Hezbollah a mené des actions terroristes à 20 occasions. La dernière fois en Bulgarie. Et les Bulgares ont identifié 5 personnes, 5 Israéliens qui ont été tués par la main du Hezbollah. Et il y a quelques jours, c'était à Chypre. Il y a 20 cas d'actions terroristes menées par le Hezbollah. Ils ont tué le Liban. Le Liban, qui d'une certaine manière est une création européenne, et je pense que l'Europe doit sauver le Liban. Nous pouvons nous occuper du Hezbollah. Les Libanais ne le peuvent pas. On perçoit une détérioration des relations entre les États-Unis et Israël. En tout cas, on le perçoit en dehors d'Israël. Est-ce vrai? Est-ce que vous le voyez ainsi aujourd'hui? Y a-t-il moins de communication entre la Maison-Blanche et la Knesset? Comment se portent les relations avec les États-Unis? Tout d'abord, j'ai le plus grand respect pour le président Obama et l'aide qu'il a offerte à Israël au nom de la sécurité. Il a fait un travail incroyable et nous lui en sommes reconnaissants. Ben Gourion était mon mentor et il m'a appris une chose. Il faut juger les personnes sur leurs actions et non pas sur les rumeurs qui les entourent. Et donc quand je regarde le bilan du président Obama, j'ai le plus grand respect pour ce qu'il fait. Il y a eu des critiques sur un sujet que nous avons déjà évoqué, les colonies et le plan pour Jérusalem-Est. Et ces critiques proviennent également de la Maison-Blanche. C'est une position connue de la Maison-Blanche. Elle n'a pas été introduite par le président Obama. Et c'est l'un des points de discorde entre les États-Unis et nous. Mais de nouveau, nous devons nous asseoir et nous devons voir comment résoudre cette question. Vous savez, il y a un malentendu à propos de Jérusalem. La vieille ville, qui est appelée la Sainte Jérusalem, ne fait, et les gens peinent à le croire, ne fait en fait que 2 km². Et dans ces 2 km², il y a des centaines de lieux saints, et aucun de nous ne voudrait qu'une seule religion contrôle tous ces sites qui sont saints aussi pour d'autres religions. Donc nous pouvons parler, mais le passé est le passé. Nous devons nous tourner vers le futur et respecter les différents points de vue et trouver une solution raisonnable. Monsieur le Président, j'ai une dernière question pour vous. Je me demande si vous pouvez me dire s'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit. Occasionnellement, le problème de la sécurité d'Israël, mais pas toujours. Parce que les choses changent de manière rapide et importante. Et ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous conservez pour toujours. Nous avons de nouvelles armes, nous avons de nouvelles stratégies, nous avons de nouveaux adversaires. Et je sais que la meilleure solution pour cette guerre, c'est la paix. Mais j'essaye de dormir du mieux possible, 4 ou 5 heures par nuit, de manière à être frais et dispo, de manière à pouvoir réfléchir pendant la journée. Président Shimon Peres, merci beaucoup pour votre temps.